Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Besson pour discuter des addictions. Ensemble, nous allons découvrir le lien étroit entre spiritualité et addiction et nous allons voir comment le docteur Besson utilise la spiritualité dans sa clinique pour aider ses patients à sortir d'une addiction. Il a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet et je ne peux que vous recommander d'aller le lire si vous souhaitez mieux comprendre vos comportements addictifs et comment les vaincre. Le livre fait seulement une centaine de pages et n'est pas compliqué à lire. Le lien est dans la description. Si tu souffres d'une addiction ou que tu n'arrives pas à te détacher de certains comportements nocifs comme le fait de scroller sur les réseaux sociaux, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre le lien entre addiction et spiritualité, pourquoi l'addiction est une maladie sacrée de la modernité, pourquoi nos traitements contre l'addiction échouent systématiquement, pourquoi la Suisse est le seul pays à avoir réussi à soigner les addictions, pourquoi la quête de plaisir s'est substituée à la quête de sens, comment aider quelqu'un à sortir d'une addiction, quelle attitude devrait-on adopter envers nos addictions, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu comprendras le rôle que joue le développement d'une spiritualité dans la victoire contre les addictions. J'espère que tu prendras autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à le faire. Merci encore pour ta curiosité, et sans plus attendre, voici Jacques Besson. Bonjour Monsieur Besson. Bonjour. Pour commencer l'épisode, je vous propose de vous présenter, de nous dire qui vous êtes, sur quoi est-ce que vous travaillez. Alors, je m'appelle Jacques Besson. Je suis professeur honoraire de psychiatrie à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. Et j'ai dirigé pendant de nombreuses années le service de psychiatrie communautaire au centre hospitalier universitaire vaudois. Mon intérêt est pour les addictions. J'ai été un des premiers addictologues en Suisse. J'ai fondé la Société suisse de médecine de l'addiction. J'étais à la Commission fédérale drogue. Et je me suis occupé d'alcool, de drogue, de cyberdépendance et notamment des rapports entre addiction et spiritualité, qui est un peu ma branche pionnière. Et donc justement, comment est-ce qu'on définit une addiction? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de comportements qui rentrent là-dedans, encore plus de stimuli, enfin, de classes d'addiction qui sont possibles. Comme vous avez dit, du coup, il y a les cyberaddictions, et ça peut aller sur des choses comme des drogues, ça peut aller sur des choses comme des comportements juste comme, je suppose, des paris, des choses comme ça. Donc comment est-ce qu'on définit l'addiction d'un point de vue peut-être neurobiologique et psychologique? Bon, d'abord, il y a une définition simple du DSM américain. Donc, c'est un trouble mental et du comportement. Donc, ça fait partie de la psychiatrie. Et c'est un trouble, ça veut dire que c'est compliqué, ça veut dire que c'est à la fois biologique, psychologique, social, culturel. On ne peut pas dire que c'est une maladie au sens linéaire comme la tuberculose ou le diabète, quoique. Mais alors la définition, c'est la perte du contrôle des consommations, que ce soit des substances ou des comportements. Donc une perte du contrôle des consommations malgré les conséquences négatives. Et ça, c'est le critère. Ça évite de s'occuper des quantités consommées. Voilà. Le critère, il est comportemental. Si vous avez perdu le contrôle des consommations malgré les conséquences négatives, vous remplissez le critère. Puis, il y a un deuxième critère qui est intéressant pour la neuroscience, c'est que c'est accompagné d'automatisation. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire implicite qui va se déployer. La substance ou le comportement va imprimer des circuits dans la mémoire implicite et vous allez retourner au comportement, si vous voulez, dans la sous-couche malgré vous. Donc, la perte du contrôle et l'automatisation, ça se définit bien, par exemple, pour les problèmes d'alcool. Vous êtes malheureux, vous picolez. Vous êtes heureux, vous picolez. Vous vous ennuyez, vous picolez. Donc, vous avez tout automatisé et ça devient un comportement entonnoir, si vous voulez, où vous désinvestissez de vos loisirs, de vos amis, de tout ce que vous faisiez d'autre. Voilà un bon exemple d'automatisation. Et c'est valable pour les jeux vidéo, pour l'héroïne, pour tout. Justement, j'ai l'impression qu'une question qu'on pose souvent, c'est comment est-ce qu'une personne en est venue à être addict ou pourquoi est-ce qu'une personne est même tombée dans l'addiction dans un premier temps. Mais j'ai l'impression que la question, elle est un petit peu posée à l'envers. C'est-à-dire qu'on devrait plus se poser, j'ai l'impression, la question de comment ça se fait que tout le monde n'est pas tout simplement addict à n'importe quoi. C'est-à-dire, quand on voit les bénéfices au court terme que ça offre, que la stimulation commence à exploiter justement le système hédonique, on peut se demander du coup quels sont plutôt à l'inverse les mécanismes qui nous protègent. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'est pas addict plutôt que qu'est-ce qui fait qu'il est tombé dans l'addiction dans un premier temps.
Alors là, on va revenir aux neurosciences, hein, puisqu'on ne les a pas encore dévoilées. Dans le fond, si vous voulez que nous avons des relations interpersonnelles, que nous discutons entre nous, nous utilisons avant tout notre écorce cérébrale, donc on pourrait dire le cerveau d'en haut, c'est-à-dire la discussion raisonnable, l'éducation, etc., etc. Mais en même temps, bien sûr, nous avons aussi des émotions dans nos relations, nous avons aussi des mémoires affectives, et toutes sortes de choses dans la sous-couche, mais le cerveau d'en haut, l'écorce cérébrale, il garde le contrôle. Et puis nous agrémentons nos relations d'émotions, d'éléments affectifs. Quand vous touchez à l'alcool, aux drogues et aux comportements addictogènes de type cyber, vous impactez le cerveau d'en bas, c'est-à-dire le cerveau des reptiles, le cerveau des mammifères, un cerveau inférieur, si vous voulez, dans l'évolution, mais qui est toujours actif en parallèle dans notre esprit. Et il y a ce qu'on pourrait appeler un piratage, c'est-à-dire que l'alcool, les drogues et les cyberproblèmes vont impacter très fortement le cerveau des émotions qui va garder une trace agréable, une trace qui a offert de la récompense, de la stimulation, et ça va induire, avec ce qu'on appelle la plasticité neuronale, dans le fond, un renforcement des circuits de la récompense, des mémoires du plaisir, et le cerveau d'en bas se muscle, si vous voulez, il se renforce pour cette appétence particulière, et il y a un combat qui va s'installer entre le cerveau d'en haut qui perd le contrôle et le cerveau d'en bas qui exerce une forme de dictature, si vous voulez. Alors tout se passe au niveau de cette plasticité neuronale par rapport à laquelle nous sommes inégaux en fonction de nos vulnérabilités. Et c'est là que je peux répondre alors à votre question, c'est que il y a des vulnérabilités biologiques, génétiques, héréditaires. Si vous avez des parents alcooliques, le risque que vous ayez des problèmes d'alcool est multiplié par 8. On a toutes sortes de recherches sur les jumeaux vrais, les adoptés, etc. C'est valable pour les drogues et pour le reste. Donc, il y a des vulnérabilités biologiques. Ensuite, il y a bien sûr des vulnérabilités psychologiques en fonction du stress que vous avez vécu pendant l'enfance et l'adolescence. Vous allez chercher à automédiquer votre anxiété, votre dépression, votre stress. Et bien sûr, l'automédication, c'est quelque chose de très répandu. Quand les gens vont pas bien, ils picolent, ils s'injectent des trucs et puis ils passent du temps derrière les écrans. Et dans le fond, c'est une nouvelle science, la psychotraumatologie, qui a montré que les addictions, c'est une conséquence des psychotraumas. La plupart des gens qui ont des addictions ont vécu des carences, des négligences ou des abus, qu'ils soient majeurs et uniques ou qu'ils soient micro et répétés. Donc, les vulnérabilités psychologiques sont très importantes et bien sûr, nous sommes inégaux par rapport à ce que nous avons vécu dans notre enfance et notre adolescence. Toujours au niveau psychologique, il y a bien sûr la question de ce qu'on appelle les comorbidités. Si vous avez des troubles mentaux comme la schizophrénie, le trouble bipolaire, la dépression chronique, etc., vous êtes bien sûr aussi vulnérable pour les addictions parce que vos seuils sont abaissés pour consommer, que votre contrôle par le cerveau d'en haut est peut-être moins bon. Et il y a beaucoup de comorbidités. Par exemple, les troubles bipolaires ont jusqu'à 80% de comorbidité avec les addictions. Et c'est surtout quand vous êtes en phase maniaque que vous allez tomber dans le trou et faire des bêtises. Donc voilà pour les vulnérabilités psychologiques. Et puis bien sûr, il y a des vulnérabilités sociales. Et ces vulnérabilités sociales peuvent être liées à la pauvreté, au stress au travail, à la maltraitance dans l'entreprise, à la violence de rue, à la mauvaise éducation, à d'être traîné dans des bandes qui vous font faire des bêtises, etc., etc. C'est toute la dimension des vulnérabilités sociales. Mais c'est pas seulement une maladie de pauvre, ça peut être une maladie de riche. Il y a des chefs d'entreprise qui ont une bouteille de whisky dans le tiroir et qui prennent de la cocaïne pour l'apéro. Hein, donc voilà. Et puis, ce qui me différencie peut-être d'autres addictologues, c'est que je pense qu'il y a une vulnérabilité spirituelle. Je pense que si on n'est pas droit dans ses bottes, qu'on n'est pas au clair sur le sens de notre vie, que
on n'a pas de volonté de donner du sens, toutes ces dimensions du sens de la vie, finalement, c'est une forme de vulnérabilité intéressante. D'ailleurs, on a pu montrer dans une grande étude sur 10 000 soldats de l'armée suisse que c'est la spiritualité qui est le plus grand facteur protecteur contre les abus de drogue, d'alcool et de cyberproblèmes. Donc voilà les 4 vulnérabilités que je verrais et qui expliquent pourquoi nous sommes inégaux. Parce que normalement, j'entends, le cerveau d'en haut a le contrôle sur le cerveau d'en bas. Nous sommes civilisés, nous avons une forme de volonté et nous pouvons nous déterminer. Mais bien sûr, il y a la biologie, la psychologie, la sociologie et la spiritualité qui modulent cette résistance à se faire pirater par l'alcool et les drogues. Il s'agit bien d'un piratage. Est-ce que le fait que, enfin, le facteur de protection qu'offre la spiritualité, est-ce que c'est dû au fait, est-ce qu'on peut l'expliquer comme ça, plutôt l'envisager comme ça, que ce serait juste que les mêmes circuits qui sont responsables de la satisfaction derrière les comportements addictifs, donc tous les circuits dopaminergiques, etc., est-ce que c'est juste que lorsque l'on a un but spirituel, ces circuits vont être utilisés dans une tâche plus noble, ou en tout cas, ils vont être utilisés vers autre chose, et du coup, on aura moins envie du coup de l'addiction, puisque ces circuits seront déjà activés, déjà satisfaits, ces besoins seront déjà satisfaits, et que du coup, les addictions et ces comportements-là, on pourrait les voir un petit peu comme un substitut à la spiritualité quand on n'en a pas, mais un substitut qui du coup est loin d'avoir la même qualité. Oui, on peut dire ça comme ça. Dans le fond, tous les humains sont confrontés à l'angoisse fondamentale. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Quel est le sens de notre vie? Et si on n'a pas une culture, une posture suffisante pour explorer ces questions, on n'a pas besoin d'avoir les réponses, mais en tout cas d'être dans une quête du sens, bien on est à risque d'être piraté par des mauvaises réponses. Et dire dans le fond, tout est foutu, voilà, je me dope, et puis au revoir, merci. Donc, vous avez raison d'évoquer que quand on étudie les neurosciences de la spiritualité, on voit que ce sont des circuits très proches qui sont mobilisés dans la spiritualité, parce que la spiritualité diminue l'anxiété, diminue la dépression, affirme davantage notre identité, permet d'explorer le monde avec plus de sécurité. Et dans le fond, les personnes qui ont une spiritualité, ils sont dans ce que Freud appelait la sublimation. C'est-à-dire que dans le fond, les pulsions sont sublimées dans la culture, dans la lecture, dans les rencontres, dans la nature, sur l'exploration de l'univers, sur la curiosité, l'amitié, la prise de responsabilité, la créativité, tout ça sont évidemment des forces de sublimation, fait que la pulsion trouve un but ailleurs que dans sa satisfaction immédiate, dans la sexualité, l'alcool et les drogues, voyez-vous. Vous parlez dans votre livre de l'addiction comme une maladie sacrée de notre modernité. Vous mentionnez le terme sacré, ce qui est, du coup qui rend implicite la notion de spiritualité derrière. Mais pourquoi est-ce que ce serait du coup une maladie sacrée de notre modernité et pas une maladie sacrée déjà des autres temps? C'est-à-dire que je suppose que l'addiction, c'est un problème qu'on a vu émerger au cours des derniers siècles, ou c'est un problème qu'on avait déjà, puisqu'on sait que les humains utilisent différentes drogues ou même l'alcool depuis déjà des centaines d'années, voire des millénaires. Oui, alors je crois qu'il faut faire un peu d'histoire. Dès qu'il y a un homme debout, un humain debout à l'apparition de l'humanité sur la Terre, l'humain est confronté à l'angoisse fondamentale. Contrairement aux animaux, euh, il est conscient de sa finitude, des mystères de la vie et de l'univers, et il va chercher à expliquer ces mystères. Et on voit apparaître à l'aube de l'humanité les chamans. Et les chamans sont à la fois prêtres et médecins. Ils interrogent la nature, cherchent des traitements pour les souffrances des humains, et ils découvrent les plantes entéogènes. Donc, ils découvrent ce qu'aujourd'hui on appelle psychédélique, et dans un cadre très ritualisé, dans leur culture, avec leur divinité, leurs codes sociaux, leurs facteurs d'intégration, eh bien, ils explorent l'invisible avec ces plantes et différentes drogues finalement, mais dans un cadre qui est très costaud, qui est contenu par la culture, la tradition, par les anciens, et qui donne du sens à la tribu, qui donne du sens à la vie. Et dans le fond, l'usage des drogues à l'aube de l'humanité
est tout à fait intégrée dans la vie sociale et culturelle. C'est un facteur de sublimation, un facteur de cohésion sociale et de fraternité entre les hommes et la nature. Alors qu'aujourd'hui, on assiste à une désacralisation, à une profanation de l'utilisation des drogues. Elles sont dans la rue, elles sont purement à la recherche de la jouissance immédiate, du plaisir immédiat. Il n'y a plus de lien social. Le deal, les trafics monétarisés, dans le fond, rendus mafieux, toute cette activité qui a perdu son sens, qui a perdu sa finalité. Et nous sommes dans une dérive de civilisation. Toutes ces substances, dans le fond, sont devenues des enjeux de la criminalité et des incivilités. Donc, on est à 180 degrés de ce qui s'était passé à l'aube de l'humanité. Mais peut-être je peux faire une petite parenthèse à cet égard. Comme vous le savez peut-être, en Suisse, il est autorisé de prescrire des psychédéliques et des entéogènes pour des raisons médicales. Et je fais partie de ce mouvement qui souhaite développer la médecine psychédélique pour les patients qui ont des graves dépressions, des addictions, des troubles anxieux. Et l'année passée, nous avons fait plus de 1000 traitements en Suisse avec des autorisations légales. Et c'est tout à fait encourageant parce que dans le fond, vous voyez, on est en train d'utiliser une catégorie de drogues, les psychédéliques, pour les remettre dans la culture, dans l'intégration, pour redonner du sens à la vie et rétablir les patients qui ont vécu des traumatismes ou qui sont dans des dépressions chroniques. Donc il y a là un retour au sacré, si vous voulez, qui est légitimé par la médecine contemporaine en Suisse. Là, j'ai deux questions que ça implique. La première, c'est que les psychédéliques et toutes les drogues antéogènes, il me semble qu'elles ne sont pas addictives par nature, c'est-à-dire qu'une personne qui est en proie n'a pas forcément envie d'en reprendre compulsivement, comme on aurait par exemple avec la cocaïne, il me semble. Je sais pas si c'est juste, mais il me semble que c'est ça. Donc, à cette première question, il faut enseigner ceci, que pour les addictologues, il y a 3 catégories de substances. La première catégorie sont les sédatives. C'est une famille qui n'a rien à voir au niveau pharmacologique ou chimique, mais elles ont le même effet recherché. Ça commence avec l'alcool, parce que si vous poussez les doses, vous êtes en sédation. Et ça passe par les tranquillisants, les somnifères, etc. Et le terminus, c'est les opioïdes, qui, eux, ont un effet très puissant, puisque l'héroïne, quand même, fait encore des ravages dans la jeunesse et chez certains vieux junkies. Et puis maintenant, aux États-Unis et en Europe, on voit apparaître les opioïdes médicaux de synthèse. Donc ça, c'est le premier groupe. Ça cherche les patients recherchent à calmer l'angoisse. C'est dans le fond de la drogue anti-souffrance, si vous voulez. Et effectivement, elles sont puissamment addictives, tant les unes que les autres. Vous avez raison. Le deuxième groupe, c'est les stimulants. Et là, on a une autre recherche. Les patients cherchent une stimulation pour performer. Alors là, vous avez les choses les plus banales, le café pour être en forme, la cigarette pour se tenir éveillé. Et vous avez les amphétamines qui vont évoluer vers l'ecstasy dans certaines conditions. Et puis, bien sûr, des amphétamines extrêmement stimulantes comme la méthamphétamine. Et puis, bien sûr, la cocaïne qui fait les ravages que l'on sait, qu'on peut prendre en sniff ou maintenant plus sévèrement en injection, avec des gros dégâts somatiques sur le cardiovasculaire, la peau, etc., etc. Donc là, c'est puissamment addictogène aussi, et c'est le deuxième groupe. On voit que ce n'est pas du tout le même effet recherché. Puis vous avez le troisième groupe, qui sont les perturbateurs de la conscience, qu'on peut aussi appeler psychédéliques, et eux, l'effet recherché, c'est de modifier la conscience. Et ceux-ci sont effectivement pas du tout addictogènes, mais ils ont été placés sur la liste des stupéfiants dans le monde parce qu'ils perturbent évidemment assez sérieusement le comportement. On peut évoquer la conduite automobile ou d'autres responsabilités. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les Américains pendant la guerre du Vietnam qui ont mis le LSD sur la liste des stupes parce que les GIs qui prenaient de l'héroïne, ça diminuait la souffrance, ça allait. Les GIs qui prenaient de la coke, ils étaient plus agressifs au combat, ça allait. Mais les GIs qui prenaient des psychédéliques, ils devenaient hippie, peace and love, et ça allait pas du tout. Et alors, le président Richard Nixon a
interdit le LSD et les psychédéliques au même titre que les autres, et ça date de cette époque. Et maintenant, on a beaucoup de peine à détricoter le modèle et à dire, attendez, les trois groupes ne sont pas les mêmes. Effectivement, le troisième groupe n'est pas addictogène et on peut l'inclure dans des traitements médicaux. Donc voilà la réponse scientifique à votre question. Bah, surtout qu'en plus, quand Nixon a arrêté les drogues, c'était vraiment sur un dessus de recherche qui prenait, ça faisait 5-10 ans, je crois que la recherche avait peut-être un peu plus commencé, mais il y avait plein de résultats prometteurs dans vraiment énormément de domaines qu'on est en train de réinvestiguer maintenant. Mais oui, il l'a vraiment arrêté pour raisons politiques en attribuant au même terme un terme dangereux à quelque chose qui à ce moment-là apportait énormément de bénéfices. Après, c'est sûr qu'on peut parler du sujet lorsque ça déborde du médical à dans la culture, les conséquences que ça peut avoir. Mais je me demandais aussi dans votre définition, enfin, qu'est-ce que vous entendez par sacré? Je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre maintenant, la différence entre sacré et profane. Et comment est-ce que du coup, vous essayez d'intégrer ce côté sacré dans votre clinique? Oui, alors d'abord, si vous permettez, je pense que pour nos auditeurs et spectateurs, il faut qu'on fasse une bonne définition de ce qu'est la spiritualité par rapport à la religion. Ouais, Puis après, on pourra aborder le sacré dans un deuxième temps. Voilà, pour enseigner la spiritualité à la faculté de médecine, il a fallu prendre quelques précautions parce que les universités sont très prudentes par rapport aux spirituels et aux religieux dans les sciences. Et j'ai beaucoup travaillé à une définition qui soit acceptable par le monde universitaire et la faculté de médecine. Je suis arrivé à la conclusion que la spiritualité, avec les travaux qu'on a dans les neurosciences, etc., est un besoin naturel et universel. C'est-à-dire tous les humains ont une forme de spiritualité. Ce besoin naturel, c'est une quête de sens. Les humains ont besoin de sens, ils ont une volonté de sens et ils accèdent à ce sens par le triple lien ou une triple connexion. C'est la connexion avec soi-même, l'honnêteté, l'introspection, l'intégrité, la rigueur, la connaissance de soi. Ça, c'est le premier lien. Le deuxième lien, c'est le lien avec autrui. Reconnaître que les autres humains sont de même nature que nous, développer euh, la capacité de se mettre à la place de l'autre, d'être capable de bienveillance, et comme disent les bouddhistes, de compassion. Et au christianisme, on parle de charité, mais c'est la même idée. C'est dans le fond de développer la fraternité. Voilà, ça c'est le deuxième lien qui constitue le deuxième axe de la spiritualité naturelle et universelle. Et puis le troisième lien qui constitue la spiritualité naturelle et universelle, c'est le lien avec la nature et avec l'univers. Avec la nature, se savoir comme faisant partie de la nature, dans une création magnifique où on respecte les plantes, les animaux, où on admire les étoiles, les rivières, le ciel, voilà. Ça, c'est très important. C'est, dans le fond, une forme spirituelle de l'écologie aussi. C'est une écologie intégrative, si vous voulez, voilà. Et puis, bien sûr, alors, le troisième lien explore, dans le fond, les mystères aussi, les mystères de l'univers. Voilà, se savoir dans la finitude, savoir que le monde est bien plus grand que ce qu'on sait, que ce qu'on croit, et avoir une forme de respect pour ce qui est plus grand que nous, pour ce qui nous dépasse. Voilà. Ça, c'est la spiritualité, si on la résume, un besoin naturel et universel, une quête de sens par le triple lien. Voilà, ça, c'est la spiritualité. En face, la religion, c'est la réponse des humains par la culture. Dans le fond, la religion est une réponse culturelle aux besoins naturels et depuis toujours, il y a eu des passeurs de monde, des initiateurs, des médiateurs, des grands maîtres qui ont une inspiration, une connexion avec l'invisible. Et ça peut fonder les grandes religions, Jésus, Bouddha, Mahomet, Krishna, voilà. Et dans le fond, euh, si tout va bien, spiritualité et religion dansent ensemble. Mais ça n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui ont une spiritualité profane. Il y a des gens qui ont une religion sans spiritualité, qui sont dans
les pratiques, les dogmes, les rituels, et puis ça leur convient très bien. Donc, voilà comment on peut définir les rapports entre spiritualité et religion. Et quand vous posez la question du sacré, vous voyez bien que on peut opposer le sacré au profane dans ce rapport au vivant, soit dans la spiritualité où on peut sacraliser certaines valeurs, l'honnêteté, l'amitié, le mystère, voilà. Et puis dans les religions, le sacré, ben, c'est dans le fond de respecter les anciens, la tradition, les livres, ce qui nous a été transmis. Là, c'est ce qui distingue le sacré du profane dans la religion, mais dans la spiritualité, le sacré et le profane sont aussi différenciés par l'investissement, le respect et l'amour que nous y mettons. Comment est-ce qu'une personne peut commencer à développer une spiritualité, que ce soit avec une religion, donc je suppose qu'avec religion, ça va être assez guidé, ce serait par exemple retourner à l'église ou etc. Et comment est-ce qu'une personne qui serait peut-être un peu sceptique par rapport aux religions ou juste qui ne croit pas en Dieu, comment est-ce qu'elle peut développer une spiritualité de son côté? Alors, nous avons développé dans les hôpitaux universitaires en Suisse un programme qui s'appelle Spiritual Care. Et il est vrai que lorsque vous êtes malade, ça vous interroge, ça vous interpelle, surtout si c'est une maladie grave, éventuellement même mortelle. Donc, c'était une occasion de discuter avec les patients de ces questions. Il y a eu une grande enquête qui a été faite aux États-Unis en 2001. On a interrogé des milliers d'Américains pour savoir s'ils souhaitaient parler de spiritualité avec leur médecin. Et 80% des patients ont dit qu'ils souhaitaient parler de spiritualité avec leur médecin, mais en face, 80% des médecins ne souhaitaient pas parler de spiritualité avec leurs patients. On appelle ça en anglais un mismatch, hein, c'est-à-dire que les rencontres ne se font pas. Et alors, cette équipe, qui est publiée dans Family Practice, a développé un petit instrument pour aborder les questions de spiritualité au lit du malade avec des gens dont on ne sait pas où ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent. Alors, le petit instrument s'appelle HOPE, qui veut dire espoir en anglais. Et les 4 lettres sont un acronyme. Alors, H, on demande aux gens s'ils croient en quelque chose, si ils pensent qu'il y a une puissance supérieure, par exemple. Ça, c'est le langage des narcotiques anonymes, par exemple. Il y a une puissance supérieure à laquelle on peut faire appel pour s'en sortir, voilà. Donc ça, c'est la première dimension. Do you believe? Hein, est-ce que vous croyez en quelque chose? Est-ce qu'il y a une puissance supérieure? C'est la première question. On ne parle pas forcément de Dieu, hein? Voilà. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que vous vivez, vous partagez vos croyances avec une communauté? Est-ce que vous êtes dans une communauté religieuse ou spirituelle? Est-ce que vous avez des amis avec qui vous pouvez parler de tout ça? Alors, bon, vous êtes peut-être catholique, mais peut-être que vous avez un cercle philosophique ou de réflexion avec des amis, par exemple. Donc là, c'est le O pour Organized Form of Spirituality or Religion. Donc H for What are your sources of hope? O for Are you making part of some organized movement or religion? Et le P is for Practice. Est-ce que vous avez une pratique personnelle? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous chantez? Est-ce que vous promenez dans la nature? Enfin, tout ça, c'est les pratiques personnelles. Alors, vous voyez, les 3 premières questions, elles explorent les 3 axes de la religiosité ou du croire, finalement. Et les contenus, est-ce qu'il y a une puissance supérieure? Il y a la communauté de partage et puis il y a les pratiques personnelles. Mais la 4e question est importante aussi parce qu'on vit dans des démocraties laïques et on ne va pas embêter les gens. Donc la 4e question, c'est E for ethical aspects. Est-ce que vous seriez d'accord d'aborder ces questions dans votre traitement avec un professionnel de la spiritualité? Ça peut être un aumônier, mais aussi toute personne qui serait d'accord de discuter avec vous de tout ça, notamment dans les histoires de maladies graves ou de fin de vie, par exemple. Donc ça, c'est un bon exemple de comment investiguer la spiritualité sans braquer les gens, sans les contraindre finalement. Ils peuvent répondre non, 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 puis voilà, ça s'arrête là. Mais en revanche, moi j'ai pratiqué ce petit dépistage dans mon service de psychiatrie universitaire et 98% des patients sont intéressés par les questions. Ils sont contents qu'on les leur pose. Ils disent, moi, je jamais posé ces questions.
comme ils sont intéressés, ça entame une petite discussion, voyez-vous. Et voilà, alors ça, vous pouvez faire aussi au bistrot avec vos copains. Hein. C'est possible dans n'importe quel contexte, voyez-vous. Oui, parce que du coup, c'est vraiment, ça vient répondre à un besoin que plutôt vous définissiez comme existentiel, enfin pas existentiel, comme commun à tous. Un besoin qui existe chez tout le monde, ce besoin du coup de quête de sens, de recherche de spiritualité. Et donc, peu importe la forme que va prendre la spiritualité chez la personne, le fait de poser ces questions, ça va du coup nécessairement résonner avec la personne qui, même si elle ne se les ait pas déjà évoquées consciemment, ça va faire résonner quelque chose et d'un coup, elle va se rendre compte peut-être d'un manque. Et je voulais savoir, est-ce que l'augmentation des addictions, notamment dans l'Occident, je ne sais pas si ça touche tellement d'autres cultures, enfin, je suppose que plus les pays se modernisent, plus les addictions augmentent. Mais est-ce que cette course justement aux addictions, ce besoin-là qu'on retrouve chez les gens est dû à ce que Nietzsche pourrait appeler la mort de Dieu, c'est-à-dire la perte de la religion et donc qui a créé du coup après une crise existentielle qui a causé l'émergence des addictions? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait main dans la main, c'est-à-dire que les gens commençaient à trouver du plaisir dans les addictions, du coup perdaient leur spiritualité, renforçaient leurs addictions et ainsi de suite. Et donc c'est plus quelque chose où les deux processus se sont entretenus, ou est-ce que c'est plus la perte de la spiritualité qui est arrivée, ça a fait un changement culturel et du coup ça a ouvert la porte aux addictions comme solution immédiate? Alors, vous avez raison d'évoquer Nietzsche et la philosophie, parce que finalement, à mon avis, nous sommes dans une crise de civilisation. La mondialisation fait une énorme perte de repères. Qui sommes-nous par rapport à qui? Est-ce que mes valeurs sont relatives ou absolues? Enfin, c'est un gros questionnement. Et puis, je vais vous raconter l'histoire de Viktor Frankl, qui est un psychanalyste juif qui s'est laissé déporter à Auschwitz avec sa femme enceinte, son frère, sa sœur et ses deux vieux parents. Et contrairement à Freud, il ne s'est pas laissé exfiltrer à Londres, il est resté à Vienne, mais alors bon, tout le monde a été déporté à Auschwitz. Toute sa famille a été gazée et lui, il reste seul avec sa psychanalyse et dans le fond, il fait un diagnostic de civilisation. Et il pose ce diagnostic qu'il existe un inconscient spirituel pour tous les humains et que s'il est refoulé, alors on assiste à une crise de civilisation, une névrose de civilisation qui est caractérisée par le vide existentiel. Et ce vide existentiel a 3 symptômes: la dépression, l'agression et l'addiction. Donc vous voyez, c'était en 1947 qu'il a écrit son livre, mais voilà, nous y sommes. Et votre hypothèse est tout à fait correcte. Je pense que le vide existentiel, qui est provoqué en grande partie par le matérialisme économique, scientifique, historique, ce monde désenchanté, livré au culte idolâtre de l'ego, de la vitesse, de la domination, évidemment, c'est une destruction de la spiritualité, du monde plus grand. Et nos contemporains souffrent beaucoup du vide existentiel. Et on voit bien les problèmes d'addiction, de dépression et d'agression. En tout cas, en France, vous n'êtes pas épargnés. Je regarde parfois vos télévisions. Ça a l'air d'être des problèmes de société extrêmement importants à vue humaine. Donc voilà. En Suisse, on a une politique beaucoup plus libérale où on a eu une politique des drogues depuis pratiquement 50 ans maintenant, où tout est régulé. Euh, voilà, donc on a utilisé ces données scientifiques pour pratiquer une politique d'intégration, de réduction des risques, de prévention. Voilà. Donc Viktor Frankl nous ouvre les yeux sur la crise de civilisation à cause du vide existentiel, du matérialisme et de cette vision réductionniste du monde, cette vision marchande, parce que dans le fond, le message, c'est consommer, consommer. On crée du néo-besoin. Vous avez besoin de cette savonnette, vous avez besoin de je sais pas quoi, et les gens, ils consomment. Et les addicts sont des caricatures du modèle. On leur dit la réponse est dans la consommation. Ils disent, alors, nous, on consomme, hein, ouais, on a compris le message. Mais, si vous voulez, le surplus ne comble pas le manque. Et là, on a un vrai problème transcendantal, si vous voulez. Notre civilisation a perdu son âme. Et il faut retrouver l'âme, sinon on va dans le mur.
Et je crois qu'avec l'intelligence artificielle, qui est aussi un sujet qui me préoccupe, il y a une tentative de toute puissance de la rationalité, du matérialisme technique, euh, qui est un peu dangereuse. Il y a une dérive transhumaniste. On se sent tout petit par rapport à cette intelligence qui peut avoir des aspects faustiens. Est-ce qu'elle va nous dévorer? Ce sont des vraies questions. Quand on demande à ChatGPT quelle est sa limite, il répond, ma limite, c'est la spiritualité. Et quand on lui demande ce qu'il ferait s'il était le diable, il dit, je prêcherais le vrai pour le faux et je ferai en sorte que les grandes religions se battent entre elles et je ferai une apologie du mensonge. Vous voyez, il y a cette dérive d'une humanité, oui, mégalomaniaque. Et dans les textes sacrés, vous évoquez le sacré, on peut évoquer dans la Genèse 3, la promesse du serpent. À l'aube de l'humanité, le serpent se dresse face à l'homme et lui dit, si vous mangez du fruit, Eritis sicut Dei, vous serez comme des dieux. Vous voyez, nous sommes encore aujourd'hui fascinés par la promesse du serpent. Avec les drogues, avec l'Internet, avec l'intelligence artificielle, avec la matière. Il y a une espèce de fascination démoniaque de la matière, si vous voulez. Voilà. Où va la dictologie? Ça me fait rebondir sur Viktor Frankl disait que justement dans son livre L'homme à la quête de sens, Oui, il précise que justement la réponse qu'on va avoir à ce vide existentiel, c'est que ce besoin de sens, ce besoin de spiritualité va se maquiller et va arborer du coup soit une quête de sexe, une quête d'argent, une quête de pouvoir, et que ce sera que des substituts qui ne répondront qu'à une partie du besoin, mais n'apporteront pas la totalité de ce que pourrait apporter la spiritualité. Et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve la même idée dans Exodus avec, je sais plus exactement le passage, mais je pense que je serais suffisamment bon dans les gros traits. Moïse qui part en haut de la montagne du mont, je sais plus le nom du mont, Sinaï. contacter, voilà, du mont Sinaï, qui rentre en contact avec Dieu. Et quand il redescend, il y a tous ses servants qui se sont mis à éloger, à mettre au sommet une petite statuette en or. Et Oui, Dieu les avait prévenus de ne pas placer au sommet quelque chose qui est profane, justement, oui. et des conséquences que cela engendrerait. Et je sais plus les punitions qui se passent après, je sais plus exactement ce qu'il donne comme punition, mais j'ai l'impression qu'on fait ça aujourd'hui, que ce manque de spiritualité, on va y répondre en mettant au sommet quelque chose d'autre. Ça peut être notre politique, ça peut être notre valeur, ça peut être justement les drogues, ça peut être un comportement. Mais on va élire quelque chose au rang de sacré, mais qui n'y a pas sa place. Et j'ai l'impression qu'on va du coup payer les conséquences de ça. On va le payer très cher. D'ailleurs, vous évoquez dans les grandes traditions religieuses l'interdit des cultes idolâtres. Nous n'avons pas à faire d'images taillées. La vitesse, la voiture, c'est pas une idole. Le corps, même s'il est très beau, c'est pas une idole. Il va vieillir. Et les grandes traditions nous encouragent à investir des trésors dans le ciel et non pas sur terre. Il faut accumuler des trésors spirituels et non pas des trésors matériels. Et le culte idolâtre, il est omniprésent. Aujourd'hui, on a la beauté, l'argent, la richesse, la domination, tout ça, ce sont des cultes idolâtres. Vous avez évoqué le veau d'or. La colère divine va être terrible. Les Juifs vont être punis de toutes sortes de manières. Et heureusement, Dieu pardonne parce qu'il il donne une deuxième chose. Mais aujourd'hui, on est devant un vrai carrefour. Si on continue à se prosterner devant les idoles, l'argent, la puissance, on va dans le mur, ça va nous tomber sur la tête, et puis on va être obligé d'avoir beaucoup d'humilité pour comprendre que le monde doit être embelli, que le triple lien, c'est sacré. La vérité, l'honnêteté, l'amitié, la fraternité, le respect de la nature et les mystères de l'univers, c'est plus haut que tout le reste et ça s'achète pas au supermarché. Hein. C'est un travail personnel, c'est un effort, c'est une quête et ça mérite, c'est même le but d'une vie.
d'accéder finalement à la sérénité, d'avoir une forme de connaissance intégrée à l'expérience, connaissance et expérience de la vérité, et finalement tout cela mène à une forme de lumière et d'amour. C'est le but de l'existence, d'accéder à cette sagesse qui est le but de l'existence, d'embellir le monde avec ses frères et sœurs. Je voulais rebondir là sur ce que vous avez dit, il y a Jordan Peterson qui a une lecture assez intéressante de ce que vous avez dit dans le fait de stocker ses richesses, non pas dans le monde ou chez nous, mais de stocker ses richesses dans les cieux ou avec les autres. Il a une lecture de ça où il le voit comme une manière de nous inviter à se... Pour lui, disons que c'est un moyen que si je stocke mes richesses avec les autres ou ailleurs, c'est-à-dire que par exemple, je partage ce que j'ai, etc., quand je n'aurai plus, les autres me donneront. Et donc en fait, c'est un moyen de... Si on donne au monde, si on stocke dans le monde nos richesses, elles vont nous revenir plus tard. Même quand on n'aura plus, les autres gens vont nous donner, etc. Mais là, j'ai aussi l'impression que ça vient répondre un petit peu aux problèmes de spiritualité qui, notamment pour les addictions, j'ai l'impression que c'est d'un coup, on se centre sur soi. On devient un petit peu le centre du monde. On devient la réponse aux questions. C'est nous, comment est-ce que on se sent, comment est-ce que je. J'ai l'impression que c'est vraiment ça le centre dans les addictions. C'est un énorme moi. Et dans le fait d'aller stocker la richesse dans le monde et chez les autres, j'ai l'impression que c'est une invitation à justement se décentrer, à commencer à explorer ailleurs, à aller voir les autres. Et que d'ailleurs, souvent dans la quête de sens, ce qu'on voit, c'est que les gens vont trouver du sens dans leur travail quand leur travail va être soit quelque chose de créatif, par exemple, où ils vont créer, mais du coup, ils vont implicitement créer pour eux, mais aussi pour les autres. Ou alors, quand ils vont s'investir dans une cause pour résoudre un problème qui va aider les gens, ou dans les gens qui vont faire un travail caritatif, qui vont participer à une association. On va trouver du sens dans l'amour qu'on va donner à une personne. Souvent, j'ai l'impression que le sens est lié aux autres. On trouve du sens quand on s'oublie et qu'on s'investit pour les autres, qu'on se donne aux autres. Et du coup, je me demandais si la spiritualité, quelque part, c'est pas un petit peu ça, c'est s'oublier au service du plus grand. Oui, dans le triple lien, dans le fond, vous savez que si vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes dans un rapport de fraternité avec les autres humains qui vivent la même condition humaine, dans un univers où il y a probablement beaucoup d'autres humanités, d'autres univers, voilà. Et dans le fond, la spiritualité vous enseigne à passer du prendre au donner et de l'avoir à l'être. Ça, c'est un double passage qui est très important et qui est démontré par les neurosciences. J'ai eu la chance de travailler avec l'équipe du Dalai Lama. Il est venu à Lausanne il y a quelques années et les bouddhistes tibétains ont beaucoup travaillé avec des neuroscientifiques de l'Institut Mind and Life. Et il y a eu un chapitre des neurosciences du bonheur qui était publié dans le cadre de l'ONU par le rapport sur le bonheur dans le monde. Et des grands scientifiques ont montré les neurosciences de la compassion. Et dans le fond, plus on médite, plus on ouvre son cœur au monde, à autrui, et une forme supérieure de sagesse, c'est dans le total don de soi. Et c'est là qu'au niveau neurosciences, on va sécréter le plus de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine. Et dans le fond, l'amour est une drogue dure. On peut avoir des satisfactions en grande profondeur et qui sont cohérentes. C'est-à-dire, dans l'amour, vous avez un plaisir physique, vous vous sentez bien de donner, ça vous fait plaisir. Si vous donnez un peu d'argent à un mendiant, vous vous sentez quand même assez sympa. Puis vous avez bien sûr un plaisir intellectuel. C'est assez cohérent de se penser frères et sœurs des autres humains. Oui, ou camarades, enfin c'est égal. Et puis, vous avez aussi du plaisir d'être connecté à la nature et à l'univers. Vous avez du sens à votre vie. Tout ça, quand vous êtes aligné corps, esprit, âme, eh bien, ça a du sens et ça produit du bonheur. C'est aussi simple que ça. Je pense que si nos contemporains savaient le bonheur qu'il y a à donner plutôt qu'à prendre et à être plutôt qu'à avoir, ils seraient beaucoup plus intéressés par la spiritualité que ce qu'on peut en donner la caricature dans les médias ou peut-être ce que certaines religions ont comme image parfois un peu défavorable ces dernières années.
Est-ce que dans les addictions, c'est-à-dire que si on prend quelqu'un qui souffre justement d'addiction, qu'on le met dans un IRM, est-ce qu'on voit un défaut mode network, donc un mode par défaut, plus fort, plus actif qu'une personne normale et qu'une personne qui du coup a développé une spiritualité? Puisque si on peut traiter les addictions avec les psychédéliques, l'un des effets principaux des psychédéliques, j'ai l'impression, c'est du coup de permettre de faire taire ce défaut, ce mode par défaut, en tout cas du moins le temps de l'expérience, de le dissoudre et que du coup ça augmente les connexions dans toutes les parties du cerveau avec les conséquences que ça peut avoir. Et quand on sait que du coup ce mode par défaut est aussi celui qui est référence à tous les récits autobiographiques, c'est un petit peu celui qui vient unifier, c'est celui qu'on pourrait appeler celui qui construit notre expérience de soi, notre impression de soi, qu'on voit dans la méditation, donc notamment le Dalai Lama quand ils ont fait, je crois que c'était avec le Mind and Life Institute du coup, quand ils ont fait les IRM pendant qu'ils méditaient et qu'on voit que du coup ils atteignent des états similaires à l'IRM que des gens sous psychédéliques, avec justement la dissolution de ce mode par défaut. Comment est-ce que du coup, est-ce que le fait que le traitement des psychédéliques marche par les addictions, ça vient justement du fait que ce mode par défaut avait une trop grosse emprise, il était trop fixe, et que du coup, le psychédélique va permettre de le détendre un petit peu et de laisser de la place de nouveau, la personne va pouvoir de nouveau se poser ses questions justement sur sa spiritualité, etc. Va pouvoir commencer justement à s'intéresser à autre chose qu'à elle-même. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Peut-être le premier niveau, vous avez raison d'évoquer la recherche sur la méditation, parce que le Mind and Life Institute et d'autres, notamment à Liverpool, l'équipe de Malinowski a montré les circuits qui sont mobilisés dans la méditation en pleine conscience, par exemple, pour la forme occidentale. Et si on fait court pour votre public, la pleine conscience nous aide à vivre l'instant présent, pour être court, et nous concentrer sur le moment présent, et effectivement empêche notre cerveau de gambader dans le passé et de se faire du souci pour les souvenirs traumatiques, par exemple, qui viennent nous gêner, ou de se faire du souci pour l'avenir avec une angoisse d'anticipation. Et la méditation, si elle obtint ce but de nous mettre dans le présent, elle nous rend plus dans le lien à nous-mêmes, dans le lien au monde. Il y a une activité unitive, on se sait partie du monde, et le sentiment océanique, etc. Et ça augmente la souplesse cognitive et la souplesse affective du sujet, qui va être moins envahi par ses mémoires traumatiques et par son angoisse d'anticipation. Donc, vous avez raison d'évoquer que la méditation empêche le default mode de faire tourner la machine à laver. Moi, j'appelle le default mode la machine à laver. C'est ce qui fait tourner le linge quand on n'est pas là. Puis ça tourne les préoccupations, finalement. Voilà. Et vous avez raison d'évoquer ce mécanisme neurobiologique qui est à la base de toutes sortes de sagesse. Mais peut-être, puisque on parle de ça, j'ai aussi étudié les neurosciences de la prière. Parce que, dans le fond de la méditation, c'est une activité unitive, sans doute, qui nous relie au monde, sans doute, mais il y a un petit risque d'autocentration, si vous voulez, moi, mon bien-être, mon bonheur, moi. D'ailleurs, les patrons d'entreprise ne se sont pas gênés d'utiliser ça pour diminuer la contestation syndicale. Hein. Bon. Mais blague à part, ce qui est intéressant dans la prière, c'est que vous avez les mêmes circuits que ceux de la méditation, mais en plus, vous avez la mobilisation des zones de la relation interpersonnelle, et la recherche a montré que vous pouvez établir une relation interpersonnelle avec un objet virtuel et un objet spirituel. Donc, vous pouvez avoir une relation avec des personnages, alors, rapportés par les traditions. Vous pouvez vous adresser à Jésus, Bouddha, Mahomet, mais aussi des objets virtuels. Il y a des recherches qui ont été faites en Écosse qui montrent que on peut faire de l'angoisse de séparation si on nous retire un objet spirituel. Si on vous demande d'imaginer que Dieu n'existe pas pendant une heure, vous allez faire des signes de souffrance psychique et de névrose d'abandon, voyez. Alors voilà, je ne sais pas si la commission d'éthique a bien regardé le protocole avant d'autoriser la manœuvre, mais en tout cas, ça veut dire que, dans le fond, il y a dans la culture des objets spirituels auxquels on peut s'adresser. Et ils peuvent aussi nous répondre par des intuitions, des inspirations. Donc, la prière est une activité relationnelle
Et les théologiens qui disent que la méditation est unitive, ils disent que la prière est dialogique. C'est-à-dire que pour être un peu psychanalytique, une minute, euh, la prière introduit du tiers. Et si vous êtes lacanien, vous direz qu'elle amène du grand autre. Si vous êtes freudien, elle amène une triangulation. Vous n'êtes plus avec maman nature, il y a aussi un papa culture, vous voyez. Et du coup, vous êtes moins seul, vous êtes dans un rapport au tiers. Vous n'êtes plus vous et vous êtes vous et l'autre. Et l'autre avec A majuscule, si ça se trouve. Donc, tout cela est très thérapeutique parce que ça peut vous sortir de boucles, de cercles vicieux, répétitifs. Et Dieu sait si le diable est une répétition. J'ai travaillé quelques années avec les exorcistes, alors c'est pour ça que je fais cette blague. Ah, alors ça m'intéresse. Si vous pouvez raconter un petit peu ce que vous avez travaillé et qu'est-ce que vous cherchez en travaillant avec les exorcistes et qu'est-ce que vous avez trouvé? Bon, d'abord, comme je m'intéresse au spiritual care, les aumôniers des hôpitaux se sont tournés vers moi pour me demander si j'étais d'accord de faire un séminaire sur spiritualité et psychiatrie. Et dans le groupe, il y avait des aumôniers de toute la Suisse francophone. Et parmi eux, il y avait 2 exorcistes. Et ils venaient parce qu'ils étaient aumôniers à un hôpital psychiatrique par ailleurs, et puis exorcistes pour leur diocèse d'autre part. Puis on est devenus amis, on a échangé beaucoup sur ce que c'était. Puis moi, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt dans un premier temps à cause des addictions. Parce que l'addiction est une forme de possession, n'est-ce pas? Il y a d'abord la tentation, vous voyez. Et puis si je prenais un peu de cocaïne quand même, hein, ce serait pas mal pour voir. Et puis la tentation, elle va exercer une forme de séduction. Vous allez être peut-être, vous aurez envie de retourner, hein, faire un petit pacte avec le produit. Et puis, vous aurez des vexations parce que vous allez prendre de la cocaïne, peut-être avoir un accident de voiture ou être contrôlé, je sais pas où, dans une boîte ou je sais pas quoi. Et puis après, ben, vous allez vivre des pertes. Ça peut même aller dans le sens de l'autodestruction partielle, la santé qui est abîmée, la liberté qui est entamée, la créativité qui est appauvrie, la fraternité qui s'autodétruit. Et puis finalement, vous avez une possession terminale avec une autodestruction et le diable rigole. Vous êtes mort d'overdose ou de coma éthylique, vous voyez? Donc, il y a une grande analogie dans le processus de l'addiction et le processus de la possession. Et en discutant avec les prêtres et les pasteurs, j'ai vu que dans le fond, de réinstaller du tiers, de la loi, des valeurs, du sacré, euh, eh bien, ça redonnait du sens. Et la boucle démoniaque peut se desserrer un peu et on peut créer du lien avec de la lumière, avec de la vérité et écarter un peu les ombres et redonner de la créativité, de la responsabilité, de la liberté. Donc la démarche de l'exorciste, bien sûr, elle se fait en église, mais elle n'est pas très éloignée de ce que je fais en psychothérapie des addictions. On est tout à fait proche. Donc, je suis en train de travailler sur un dictionnaire qui s'appellera Entre psychopathologie et démonologie, où on voit les similitudes au niveau du processus. Et finalement, le mal existe. Oui, les addictions, c'est une des catégories du mal et ça détruit les gens quand même. La guerre est une catégorie du mal avec l'agression, la dépression et le suicide. Il y a beaucoup de jeunes qui se suicident. Tout ça, c'est une des formes d'autodestruction. Et bien sûr, il y a toujours la promesse du serpent derrière. Tu vas arriver à faire tout ça seul, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as qu'à manger le fruit, là. Vas-y, consomme. Ouais, c'est une fierté d'ailleurs qui, j'ai l'impression, est amplifiée dans notre génération avec l'intelligence qui, bizarrement, maintenant est considérée comme une vertu. C'est plus un outil, c'est plus un avantage, enfin une chance de l'avoir. On le voit comme une vertu maintenant. D'ailleurs, on le voit un peu avec les termes HPI, tout ça, où bah, si la personne est intelligente, on va commencer à justifier beaucoup de ses comportements. On disait oui, mais elle est désagréable ou elle est quoi que ce soit. Mais c'est parce qu'elle est intelligente, donc voilà, quoi, elle comprend des choses que tu ne comprends pas ou elle est agacée, enfin voilà.
Et j'ai l'impression que c'est un petit peu lié à côté avec, du coup, c'est un petit peu ce serpent qui grandit et qui mange le fruit, avec cette idée que bah, on est suffisamment intelligent, on est suffisamment fier, on est suffisamment capable, on n'a pas besoin de plus d'ordre, on est suffisamment sage pour faire définir nous-mêmes nos propres valeurs et poursuivre notre propre voie. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai travaillé une dizaine d'années, notamment avec des autistes et des autistes de type Asperger, donc des autistes très intelligents. Et je dirais que c'est un bon exemple de caricature de ce que vous dénoncez, parce que finalement, l'intelligence, quand elle mange tout le reste de la conscience ou de la psyché, elle devient aveugle, devient incapable de relation, elle devient froide et désincarnée, peut même être agressive par moments. Et vous savez sans doute qu'il y a beaucoup d'Asperger à la Silicon Valley qui sont un peu des geeks surdoués et ils voient plus l'humain dans la poésie, dans la tendresse. Et dans le fond, ils sont en train de construire un dieu artificiel à Palo Alto. Donc, je leur souhaite bon voyage. Et puis ceux qui se prosterneront devant ce veau d'or moderne, je leur souhaite d'être bien prudents. Parce que les Asperger, quand ils ont le pouvoir, ils sont terribles. Regardez par exemple Elon Musk, qui en est probablement un. Il faudra qu'il arrête de faire des saluts hitlériens, hein, parce que ça ne va pas. Cette idée de la construction, j'ai l'impression, dans Freud et je suppose dans beaucoup d'écrits de psychanalystes, Jung aussi, je pense, il y a cette idée que ce qui est inconscient vient nous guider dans le fond. C'est-à-dire que si on met pas le doigt dessus, si on vient pas l'explorer, si on n'intègre pas l'ombre pour parler dans le langage jungien, on va se laisser contrôler par ces pulsions dans le fond sans en prendre conscience. Et on va investir aussi l'opposé inconsciemment de ce qu'on investit consciemment. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses comme ça où, justement, dans toutes ces personnes qui vont construire l'IA, etc., même s'il y a énormément de bienfaits à l'IA et au développement de l'IA, ça pourrait apporter plein de solutions. Il y a aussi, j'ai l'impression, cette envie dans le fond. Donc, c'est souvent du coup des personnes qui se considèrent comme très rationnelles, très peu religieuses, anti-religion, etc. Et pourtant, dans le fond, malgré tout ça, cette idée qu'il n'y a rien de plus grand, dans le fond, ils construisent un modèle qui ressemble à un faux dieu. Et ils le traitent comme un faux dieu d'ailleurs. On vient chercher quelque chose qui nous surpasserait. Et je me demandais votre avis là-dessus, à quel point est-ce que c'est ce besoin justement qui juste ce rejet conscient de Dieu qui vient faire action inconsciemment et qui pousse derrière cette construction, ce développement de quelque chose de plus grand, juste de rendre réel une sorte de nouveau Dieu. Oui, alors c'est un thème par lequel on repasse hein, maintenant, c'est-à-dire que la liberté humaine est fondamentale. Dès que l'être humain accède à la conscience réflexive, il quitte le registre instinctuel de la vie animale, même si les animaux ont une conscience, ils ont une conscience animale, n'est-ce pas, bien sûr, une conscience affective, si vous voulez, une conscience instinctuelle qui est tout à fait respectable. J'aime beaucoup les animaux. Mais la conscience humaine se dégage par l'accès à la conscience réflexive. Donc, la connaissance que l'on pense, que l'autre pense, et donc c'est l'étage supérieur. Et effectivement, ça donne accès au libre arbitre. On n'est plus obligé, finalement, de croire qu'il y a un créateur, qu'on est une créature. On se dit non, non, moi j'arrive très bien tout seul. Je suis mon auto-créateur, je suis dans l'autopoïèse, hein, voilà. Et dans le fond, c'est peut-être ça le péché originel. Hein. On dit toujours que c'est bouffer des pommes et schtroumpfer les nanas. Non, pas du tout. Plutôt, le péché originel, c'est de quitter son statut de créature et de se prendre pour Dieu, en fait. Et on y est avec le Dieu artificiel, cette illusion du triomphe scientifique, mais qui peut aussi nous autodétruire très rapidement. Je crois que nous sommes en train d'obéir à la promesse du serpent. Vous avez raison. Le monde désenchanté produit son autodestruction. Et que c'est très important d'avoir ce monde d'en haut, de même que c'est très important d'avoir un cerveau d'en haut pour contrôler le cerveau d'en bas, parce que le monde d'en bas, eh bien, il ne gère pas son ombre. Et chez Freud, vous avez toute la question de la violence, de l'agressivité fondamentale,
la pulsion de mort aussi, hein, simplifier le vivant par la mort, parce que c'est plus compliqué d'être vivant que d'être mort, donc c'est tout le travail de la pulsion de mort en psychanalyse freudienne. Chez Jung, c'est la nécessité de considérer l'ombre parce que la perfection, c'est pas la trinité, c'est la quaternité. Il y a un angle caché qui est le diable. Il y a Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, mais il y a le diable qui est l'adversaire qui nous oblige enfin, qui crée du contraste finalement entre le bien et le mal, toute la dualité et ainsi de suite. Et de refouler son ombre, c'est très dangereux parce que si vous chassez par la porte, ça revient par la fenêtre. Et tous ces ingénieurs de la Silicon Valley, ils ont une ombre. Et évidemment que leur instinct leur volonté de puissance, leur instinct de domination, leur mégalomanie, leur appât du gain, tout cela est dans la sous-couche. Et puis ça transparaît, je sais pas, on peut évoquer l'intelligence artificielle aux médecines, il faut toujours regarder à deux fois s'il n'y a pas une pharma derrière l'algorithme de la prescription du médicament, par exemple. Donc oui, l'ombre, ça doit être sérieusement considéré. Et justement, dans votre pratique clinique, vous avez parlé que du coup, vous intégriez le modèle HOP, mais vous avez des patients qui viennent vous voir, qui ont des addictions, donc potentiellement, vous allez peut-être leur donner des psychédéliques. Et sinon, comment est-ce que vous les aidez à traiter? Parce qu'un des gros problèmes avec l'addiction, c'est que les personnes arrivent très facilement, arrivent à se détacher de leurs addictions tant qu'ils sont en clinique exprès. Et au moment où on les laisse sortir et rentrer chez eux, boum, la grande majorité retombe dans les 6 mois ou l'année qui suit. Et une des explications à ça, si j'ai bien compris, c'est le fait que une fois qu'ils sont en clinique, leur environnement change et donc on peut casser les habitudes, on peut faire tout ça, on peut les sortir de l'addiction, mais dès qu'on les remet dans l'environnement, ils reprennent leurs anciennes relations sociales. Donc s'ils sont alcooliques, bah en fait tout d'un coup ils savent plus quoi faire de leur temps libre, puisqu'avant ils allaient voir leurs copains avec qui ils buvaient. Et maintenant s'ils vont voir ses copains qui vont pas boire, bah ça marche pas parce que les copains boivent toujours. Et donc c'est tout ce côté-là d'environnement social. Donc comment est-ce qu'on résout ce problème en thérapie? Comment est-ce que vous résolvez ce problème dans votre clinique? Alors, ça fait 30 ans en Suisse qu'on a abandonné le modèle hospitalier. L'immense majorité des addictions se traitent ambulatoirement et la clinique d'addictologie est réservée aux cas qui ont des grandes complications, notamment des comorbidités psychiatriques. Si quelqu'un fait une décompensation schizophrénique avec la cocaïne, il doit aller à l'hôpital quelques jours. Mais autrement, la plupart des addictions ordinaires, si vous voulez, se traitent ambulatoirement. Et du coup, les gens sont dans la communauté, ils y restent, ils vivent avec les proches et ils doivent faire du coping, donc ils doivent s'adapter à la réduction de leur risque, à la diminution de leur consommation, éventuellement de leur abstinence, mais en Suisse, on n'est pas obsédé de l'abstinence, on est plutôt dans la régulation, la maîtrise des comorbidités, le rétablissement, retrouver du lien social, un petit gain, soigner la dépression, retrouver un petit bout de réseau social. Pour nous, c'est beaucoup plus important que l'abstinence, dont on s'occupe beaucoup moins. Et une approche que nous avons ramenée des États-Unis, qui est très utile, c'est l'approche motivationnelle. On travaille avec ce que le patient est d'accord de faire. Je peux vous donner un exemple. Les héroïnomanes ne sont pas faciles à aborder. Et nous avons dans notre centre interdisciplinaire que j'ai créé il y a une trentaine d'années, en autre matière sur ce qu'ils désirent. Il passe la porte, il dit oh, j'ai un abcès dans le bras. Je dis bon, bah, on va s'occuper de ton abcès. Voilà. Puis on leur demande rien de plus. Puis ils disent ouais, mais moi, j'ai pas de logement. Je dis ah, oh, ça, faut qu'on voit. Donc on met le patient en position de demandeur. Ça, c'est une grande technique. On dit on va commencer par les abcès, puis après, on verra. Puis après, quand on soigne les abcès, ça prend souvent quand même 1 ou 2 semaines, il faut faire des pansements, etc. Il y a une petite relation qui s'installe avec l'infirmière. Puis l'infirmière, elle dit, mais dis donc, t'es pas un peu déprimé, toi? Ah ouais, je suis déprimé. Ouais. Ah bah peut-être tu pourrais voir ma collègue infirmière en psychiatrie, par exemple. Oh, ben tu sais, elle est sympa. Ouais, bon, non. Alors voilà. Et petit à petit se tisse une prise en charge multifacette, où on soigne les abcès, la dépression, les aspects sociaux. Et le but final, ça peut prendre quand même pas mal de mois ou d'années parfois, c'est que le patient ait plus de bénéfices à ne pas consommer qu'à consommer. Et là, c'est pas nous qui disons qu'il faut pas consommer. C'est lui
il dit, mais attendez, moi, si je consomme, attendez, je vais perdre mon job, ma nana, mon appart, ça va pas. Et alors, c'est lui qui dit non. Et ça, c'est tout un travail qu'on appelle approche motivationnelle. Et bien sûr, s'il y a une spiritualité qui accompagne le rétablissement, il y a beaucoup plus de bénéfices à rester loyal à soi-même, à ses amis, à la puissance supérieure, etc. Et là, c'est la puissance, par exemple, des alcooliques anonymes et des narcotiques anonymes, parce que l'approche motivationnelle, elle est boostée par la spiritualité, évidemment. Ouais, vous avez retourné un petit peu le problème dans le sens que vous voyez l'addiction comme un moyen de traiter, d'automédication, des choses qui ne vont pas et que donc en laissant venir le patient, en allant à son rythme, en l'écoutant et en résolvant petit à petit les problèmes qui causaient sa prise d'addiction dans un premier temps, par lui-même, ça inverse la balance et donc tout d'un coup, il passe plus de l'addiction comme un moyen de compenser quelque chose, il va voir son addiction comme un moyen de perdre lui-même du coup donc oui, vous redéfinissez totalement Oui. le cadre de sa vie, sa vision de la chose. On peut illustrer aussi avec les cyberdépendances ou la cyberaddiction. Quand vous avez un adolescent qui est enfermé dans sa chambre avec un jeu en ligne, si vous enlevez la prise, ça sert à rien. La question est de savoir si cet adolescent est angoissé, déprimé, s'il y a un problème familial. Voilà les vrais problèmes. Et nous, on va faire venir la famille. On va discuter avec les parents. Puis on va discuter avec le jeune en présence des parents. Qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qui... Voilà. Puis après, le gaming, ça va aller beaucoup mieux. Mais ça, c'est une approche dite des 4 piliers en Suisse. C'est une loi qu'on a votée, mais qui est installée depuis les années 80 déjà. Il y a la prévention, la répression, bien sûr, on chasse les trafiquants, évidemment, ça va de soi. La thérapie et la réduction des risques. Alors, la réduction des risques, ça veut dire on distribue du matériel stérile, on offre des abris, des occupations, etc., sans forcément insister sur l'abstinence, parce que ce qu'on vise, c'est la régulation. Et ce qu'on appelle l'empowerment en anglais, donc le recovery, le rétablissement, c'est ça qui nous intéresse. Parce que quand les gens se rétablissent, ils arrêtent de consommer, voilà, c'est implicite. Donc cette politique des 4 piliers, elle est très productive et la répression s'exerce moins contre les consommateurs, si vous voulez, que contre les gros bonnets de la drogue, les banquiers, les machins. Alors là, on fait des descentes. Récemment, on a attrapé, je ne sais plus, 30 ou 40 millions de dollars en narcodollars. Ils sont investis dans les thérapies, quand on les... Voilà, ça c'est bien. Quand je regarde la télévision française, je suis un peu étonné de voir que vous êtes encore très dogmatique. Il y a peu de pragmatisme en France. Vous êtes encore très républicain sur ce coup-là. Parce que, dans le fond, courir après les consommateurs de cannabis, ça sert à rien, quoi. Voilà. Faut réguler. Je dis pas qu'il faut autoriser, mais je dis qu'il faut réguler. Pas en Suisse, les gens qui ont 1 gramme dans la poche, on s'en fiche. On essaie plutôt de leur demander s'ils ont des problèmes psychosociaux. Puis on leur donne une carte pour aller au centre du coin. Ouais, ça, c'est plus utile. Oui, c'est ça, c'est quels sont les résultats du coup? Est-ce que vous dites ça fait 40 ans à peu près que c'est mis en place? Quels sont les Ouais. résultats? Parce que je comprends pas comment d'autres pays n'ont pas adopté ça. Quand on voit l'inefficacité de nos politiques sur la drogue, sur les addictions, etc., à quel point est-ce qu'on voit maintenant que ça change rien, enfin que ça marche pas, que c'est une course où on peut pas gagner, enfin c'est pas possible. Et à quel point est-ce que vous avez des résultats positifs? Et d'après vous, pourquoi est-ce que d'autres pays n'adoptent pas ce genre de politique? Qu'est-ce qui bloque philosophiquement ou Bon, alors d'abord, la première chose, c'est que le système politique est très différent. En Suisse, nous avons un multipartisme. Il y a 7 conseillers fédéraux, donc il n'y a pas de président. Il y a un président tourneau parmi les 7 sages, mais bon, voilà. Il n'y a pas de personnalisation du pouvoir, si vous voulez, déjà ça. Ensuite, il y a 26 cantons, donc ils ont tous une autonomie pour la santé publique, l'instruction publique, la sécurité publique, avec une coordination nationale. Mais en canton, par exemple Lausanne ou Genève, on peut faire des variantes qui nous conviennent, qui sont adaptées. Il y a aussi des politiques communales. Les villes ont une certaine autonomie, les grandes villes, Genève, Lausanne, Zurich, voilà. Donc, il y a une négociation à l'échelle de la communauté. Ça, c'est très important. Ce n'est pas des politiques nationales. ouais, il y a une décentralisation? Oui, très importante.
À Lausanne, on discute entre Lausannois, puis après entre Vaudois, puis après entre Suisses, mais c'est démultiplié, voyez-vous. Et puis, en Suisse, on est très pragmatique. Et les Suisses allemands, notamment, sont des expérimentateurs. Ils font des essais. On dit, bon, on va voir, puis on essaye. Et ça, on aime bien. On est un pays assez débrouillard, puisqu'on est petit, on doit un peu se débrouiller. Voilà. Idéologiquement, on est plutôt charitable. Donc, dans le fond, il y a une tradition sanitaire et une tradition protestante qui est assez libérale, si vous voulez. Donc, tous ces pauvres toxicos, quand on a vu que ça servait à rien de leur courir après, on a dit, ben, on fait quoi? Alors, on a fait une politique pragmatique. On a dit, ben, on met ensemble les gens qui font de la prévention. Ben, on va dans les écoles, on va dans les prisons, voilà. On va dans la rue, voilà. Et puis, on fait de la répression, on tape sur les gros bonnets, on ne court pas après les fumeurs de pétards, ça ne nous intéresse pas. C'est pragmatique. Après les thérapies, ben, on met les médecins, les psychiatres, les infirmiers, les éducateurs, on met tout le monde ensemble. On fait des centres interdisciplinaires. La psychiatrie a intégré les addictions, à la différence de la France. Et on travaille main dans la main parce qu'il y a beaucoup de comorbidités, etc. Et puis, on a accepté la réduction des risques parce qu'on a dit si on exige l'abstinence tout le temps, on ne va jamais y arriver. Donc, voilà, par exemple, on a proposé aux héroïnomanes de fumer l'héroïne au lieu de l'injecter. Puis voilà, ben, on leur donne ce conseil. Ouais, par exemple, pour le cannabis, on leur propose du CBD. Pour la cocaïne, on regarde s'ils ne sont pas déprimés, puis on discute avec eux du traitement de la dépression. Voilà, donc c'est le pragmatisme, la répression, disons, régulée, proportionnée, et puis bah, ça va pas trop mal. Alors, dans les autres pays, alors il y a le problème des dimensions. Surtout la Suisse, c'est 10 fois plus petit que la France, évidemment. Mais on a des analogues, on est assez proche de la Hollande, hein, qui est assez libérale aussi. Eux, ils ont un peu corrigé le tir, qu'ils étaient trop libéraux. Hein, ils ont un peu fermé les coffee shops, et ça a attiré du trafic. Et nous, on n'a pas eu de coffee shop, donc on n'a pas eu ce problème. Voilà, donc small is beautiful. Et puis alors, un dernier point, là, je ne sais pas, mais disons, la Suisse, elle vote surtout, il y a des votations populaires tout le temps. On a voté sur l'héroïne médicale, on a voté sur la libéralisation du cannabis, on a voté sur les 4 piliers, on vote tout le temps, le peuple donne son avis. Alors, quand on a voté sur le remboursement de l'héroïne par l'assurance maladie, je peux vous dire qu'il y avait du sport. On a gagné la votation parce que les gens ne sont pas bêtes. Ils ont dit, mais ouais, c'est bien plus simple qu'ils aient de l'héroïne prescrite par les médecins que d'aller la chercher dans la rue et puis faire des crimes. Donc, le peuple a voté oui à la prescription médicale d'héroïne. Moi, je l'ai introduite dans la région de Lausanne. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Et les votations populaires, c'est la clé du succès parce que les gens, bah, ils donnent leur opinion. Puis après, nous, quand on installe les politiques, on dit, bah, attendez, c'était voté. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, on dit, bah, écoutez, bah, il fallait voter autrement. Puis maintenant, c'est la votation populaire qui a dit, puis moi, bah, je prescris l'héroïne médicale à Lausanne, puis c'est tout. C'est comme ça. Et là, cette culture du référendum, c'est très riche hein, dans un pays démocratique. C'est très important. Et pour finir l'épisode, quelle attitude ou conseil, vous donneriez aux auditeurs ou aux personnes, bah, du coup forcément aux auditeurs, qui seraient sûrement du coup des jeunes, mais qui auraient des soucis, donc peut-être pas des addictions forcément trop graves encore, ou en tout cas des soucis avec soit le fait de fumer, de boire, de parier, ou quelconque addiction, les jeux vidéo. Quel conseil et quelle attitude est-ce qu'ils devraient adopter, par exemple, envers ces addictions pour pouvoir s'en sortir? Donc on sait que l'abstinence, c'est pas forcément un but, mais voilà, comment est-ce qu'ils pourraient faire ça de façon à ce que, comme on dit, l'addiction, ça devient un problème lorsque ça empiète trop sur les autres aspects de la vie? Oui, bah, je crois qu'un examen de conscience honnête, donc on est dans le premier lien, hein, être honnête avec soi-même. Est-ce que ma consommation me déborde? Est-ce que j'ai perdu le contrôle? Est-ce que je suis en train d'automatiser? Donc voilà. Après, le deuxième lien, est-ce que je peux compter sur mes amis? Est-ce que je suis heureux avec ma famille, mes amis, ou est-ce qu'il y a des problèmes qui devraient être réglés? Est-ce que je devrais reprendre une parole avec mes parents, avec mes copains, avec mes profs? Oui. Et puis, est-ce que je suis en accord avec finalement mon environnement au sens large? Est-ce que je fais attention à la nature? Est-ce que j'y réfléchis à la destinée? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que
Quelle est ma quête du sens? Est-ce que je suis pas en train de m'anesthésier et de m'endormir? Puis d'être un peu con parce que je consomme finalement. Est-ce que c'est bien ça que je veux, consommer? Bah, pas sûr. Puis peut-être que cet examen de conscience dit, mais dans le fond, je suis angoissé. Ou dans le fond, je suis déprimé. Et alors, à ce moment-là, le traitement de la dépression, bah, c'est pas le cannabis. Hein. Le traitement de la dépression, c'est le traitement de la dépression. Il n'y a pas de honte à aller voir un médecin. Le médecin traite bien les dépressions aujourd'hui. C'est ordinaire comme traitement, n'est-ce pas? Voilà mon conseil. Allez faire un examen de conscience individuel dans le triple lien. Et puis, si on n'arrive pas tout seul, eh ben, il faut oser aller chercher de l'aide. Et puis, pourquoi pas médicaliser? Parce que je crois qu'en France, vous avez quand même des médecins et des psychiatres. Pas forcément tout de suite un addictologue, peut-être déjà juste le médecin de famille pour commencer. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Jacques, pour cet épisode. J'ai vraiment apprécié la discussion. Merci à vous. Puis alors, je vous souhaite une bonne continuation avec votre chaîne YouTube. Merci beaucoup. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour me faire savoir ce que tu en as pensé. Tu peux aussi rejoindre l'aventure en t'abonnant à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Tu peux aussi t'abonner et laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. En tant qu'auditeur, je sais qu'on ne réalise pas toujours l'impact d'un abonnement ou d'une note 5 étoiles. Mais crois-moi, en tant que créateur, ces petites actions sont cruciales pour améliorer le référencement et continuer à faire grandir ce projet. Si tu as des amis ou de la famille qui pourraient être intéressés par le podcast, n'hésite pas à leur en parler ou même à le partager en story. Encore une fois, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de participer à cette aventure. Merci pour ton soutien et ta curiosité. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.